Le cœur des femmes est en danger. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors, les maladies cardiovasculaires tuent 8 fois plus de femmes que le cancer du sein. Ce chiffre est méconnu. C'est pour alerter les femmes sur cette situation que Via Grand Paris a décidé de consacrer un numéro spécial de Capital Santé. Donc, j'ai avec moi Olivier Zanetta qui est là pour me prêter main forte, qui est mon rédacteur en chef. Olivier, le dispositif de Capital Santé ce soir et les invités. Merci Jean-Claude, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce rendez-vous spécial, Capital Santé en direct du département du Val-d'Oise. On est ici à l'hôtel du département à Cergy, dispositif spécial tout au long de la soirée. Vous verrez des reportages qui nous permettront d'illustrer le sujet. C'est un véritable fléau, on ne le sait pas suffisamment, mais le cœur des femmes est en danger. On meurt beaucoup de maladies cardiovasculaires quand on est une femme, peut-être même plus, on va le voir avec les professionnels de santé qui vont nous accompagner, que du cancer du sein. Tout au long de la journée, on va découvrir aussi des ambassadrices du Val-d'Oise. 95 femmes du Val-d'Oise sont réunies ici ce soir pour cette grande opération de sensibilisation. Et on va retrouver tout de suite Angélique Boilet, qu'on retrouvera tout au long de la soirée avec différentes ambassadrices. Bonsoir Angélique. Bonsoir Jean-Claude, bonsoir Olivier. Effectivement, comme vous l'avez dit, donc je me trouve pas loin de vous. Et tout au long de l'émission, j'irai à la rencontre de ces ambassadrices qui ont décidé d'agir pour sensibiliser la gente féminine au risque des maladies cardiovasculaires. Elles sont une centaine sur le département. Alors, chefs d'entreprise, membres d'associations, tout simplement citoyennes, elles ont décidé de faire du bruit pour bousculer les idées reçues. Et donc, je vous dis à tout à l'heure pour une première ambassadrice. Merci Angélique, on se retrouve dans un petit quart d'heure. Il est temps maintenant de vous présenter nos invités. Marie-Christine Cavecchi, bonsoir. Vous êtes la présidente de ce département. Oui. Beau département du Val-d'Oise. Vous êtes la seule femme présidente d'un département en Île-de-France. Île-de-France, soyons modestes. Avec nous également le docteur Stéphane Menzo-Silberman, cardiologue et représentant de la Fédération de cardiologie française, et Philippe Sueur, qui est le premier vice-président de ce département du Val-d'Oise, maire d'Enghien-les-Bains, et à ce titre, vous présidez les entretiens médicaux d'Enghien qui, le 29 septembre, c'est un rendez-vous gratuit, ouvert au grand public, s'intéressera au cœur. Il y aura un focus sur le cœur des femmes. Mais Jean-Claude, avant d'interviewer nos invités, de retrouver très prochainement Angélique avec une nouvelle ambassadrice, les faits. On va poser le débat pour savoir de quoi on parle. Les maladies cardiovasculaires, un véritable fléau. On voit ça tout de suite. Ces chiffres sont alarmants et méconnus, notamment des femmes elles-mêmes. Les maladies cardiovasculaires tuent 7 fois plus de femmes que le cancer du sein. Une femme sur 3 meurt d'une maladie cardiovasculaire. Et si aujourd'hui 95% du myocarde devient un fléau croissant chez ces femmes. Depuis 10 ans, il a diminué chez les hommes. Dans le même temps, il a augmenté chez les femmes. Et elles sont de plus en plus jeunes à être victimes de leur cœur. Aujourd'hui, plus de 11% des femmes frappées par un infarctus ont moins de 50 ans. Elles n'étaient que 4% en 1995. Alors, docteur Stéphane Menzo, est-ce que justement, il y a une grande campagne en ce moment qui est lancée par la Fédération française de cardiologie. Est-ce que informer, ce n'est pas déjà le premier geste de prévention? Tout à fait. S'il y a une sensibilisation qui est essentielle à réaliser, les femmes doivent se sentir concernées par les maladies cardiovasculaires. Se sentir concernées, ça veut dire quoi? Agir pour la prévenir en prévenant les facteurs de risque, en les traitant, en les dépistant et en cas de douleur thoracique, ne pas hésiter à consulter rapidement. Alors, elles ne se sentent pas concernées parce qu'aujourd'hui, ces chiffres qu'on vient d'évoquer, ils sont totalement méconnus des femmes. Quand on dit que les maladies cardiovasculaires tuent 7 ou 8 fois plus, hein, il y a les deux chiffres qui circulent, que le cancer du sein, bien évidemment, il ne faut pas arrêter de faire ces mammographies. Il ne s'agit pas d'opposer une pathologie à une autre, mais les femmes ne le savent pas, ça. Exactement. Il faut avoir conscience de ce risque. Pendant très longtemps, même nous, en tant que professionnels, dans nos études de santé, on a cette image un petit peu d'Épinal de la maladie cardiovasculaire où les hommes étaient les premières victimes. Donc ça a été vrai pendant longtemps. Actuellement, ce n'est plus la réalité du terrain. Il y a de plus en plus de femmes. Et ce qui est nouveau, et ce qui est très préoccupant, de plus en plus de femmes jeunes. Donc on a une marge de progression énorme pour traiter au plus tôt et au mieux ces infarctus de ces femmes, de ces jeunes femmes, et surtout, si possible, éviter ces infarctus par la prévention, par le combat des facteurs de risque cardiovasculaires, tabac en premier lieu, hypertension,
diabète, dyslipidémie. On va rentrer dans le détail de tout ça, mais je pense que c'est pour ça que... Et oui, c'est pour ça qu'on a cette grande opération et on est très content d'y être associé. Cette opération se déroule donc dans le département du Val-d'Oise, opération de sensibilisation. Vous l'avez dit, docteur, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne le sait pas suffisamment qu'on est une femme, qu'on peut mourir de maladies cardiovasculaires. Donc on a envie de comprendre les raisons pour lesquelles le département du Val-d'Oise est pilote, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de département qui a choisi de prendre à bras-le-corps ce sujet. Alors, le département du Val-d'Oise est très intéressé et travaille beaucoup sur la prévention des risques, prévention avec les jeunes collégiens, prévention du tabac, prévention de la tuberculose, prévention des cancers du sein, vous en avez parlé, et colorectal. Et ça fait partie de nos gènes, peut-être maintenant, on peut dire ça comme ça. Et donc, je me suis aperçue, en préparant cette soirée, et en travaillant, que effectivement les femmes maintenant étaient soumises à des facteurs de risque très importants. Alors en même temps, on revendique le fait d'être femme, et en même temps, on va se comporter comme un homme. Et qu'est-ce qu'ils font les hommes? Ils fument. Ils boivent un petit peu de temps en temps, messieurs. Je sens que le portrait des hommes il va pas être flatteur du tout. Ils se laissent un petit peu aller de temps en temps, quand même aussi, un petit peu à l'alimentation. Ils sont un peu gourmands. Moi aussi, je suis gourmande. Donc, bon. Mais ça veut dire que les femmes, je pense que sans s'en rendre compte, elles travaillent comme les hommes. Elles ont des vies aussi actives. Et donc, elles se retrouvent dans un contexte qui, naturellement, fait que elles sont donc soumises à ces facteurs de risque plus importants qu'avant. Voilà, les comportements sont les mêmes, voilà. La cigarette, voilà. l'alcool. Et le département, son rôle, en tout cas c'est comme ça que nous le souhaitons avec mes collègues, c'est que nous fassions de la prévention. Et comment mieux communiquer qu'à travers la télévision? Et plus on est de partenaires, et aujourd'hui vous voyez que vous avez un nombre de femmes ici absolument exceptionnel. 95 femmes. Elles peuvent s'applaudir. Voilà, on se mobilise pour le 95. Voilà, 95 femmes pour le département du Val-d'Oise, qui a le numéro 95. Exactement, voilà. Donc c'est une belle soirée et le début d'une aventure. Et ce sont donc les ambassadrices. Quel rôle vous comptez? Eh bien, elles vont devoir communiquer. Chacune va devoir communiquer et est d'accord pour communiquer le plus possible et suivre le plus possible de femmes, d'essayer d'aller à l'encontre des femmes, à la rencontre des femmes pour les aider à comprendre ce qui pourrait se passer si jamais elles continuaient à vivre un peu comme ça. En même temps, on n'est pas là pour faire la morale. Je ne pense que ça, c'est pas une bonne solution. Non, c'est juste de sensibiliser, bien évidemment. Voilà. Et le gros intérêt, en fait, c'est 95 femmes. Oui, elles ont des métiers, elles évoluent dans différents domaines de la vie économique. Exactement. Et nous, on va s'occuper aussi, en particulier, des collégiennes, puisque aujourd'hui, nous travaillons dans les collèges et nous travaillons sur la prévention. Donc, jusque-là, si vous voulez, ça ne nous était pas venu à l'esprit de travailler plus particulièrement avec les collégiennes qu'avec les garçons. Donc, nous allons infléchir cette dynamique. Voilà, et puis il y aura des temps forts réguliers tout au long de l'année sur le département du Val-d'Oise, avec à la rentrée, Philippe Suer, je rappelle, vous êtes Premier vice-président de ce département et maire d'Enghien-les-Bains, et à ce titre, président des entretiens médicaux d'Enghien-les-Bains qui reviennent tous les ans. Précédemment, vous avez notamment abordé la question du cerveau, et aujourd'hui, donc, vous êtes là pour nous dire que le 29 septembre, les entretiens médicaux d'Enghien seront consacrés au cœur. Tout à fait. Tout à fait. Enghien est une ville santé, par la vocation thermale, hein, bien entendu. Alors, il y a déjà une douzaine d'années, on avait introduit des entretiens qui étaient liés essentiellement aux voies respiratoires, hein, la spécialité d'Enghien. Et nous avons, avec Jean-Claude Durousseau, qui nous accompagne depuis bien longtemps sur ce segment, nous avons voulu élargir, avoir chaque année un colloque, bien entendu, mais aussi des tables rondes durant l'année qui réunissent bien sûr des professionnels de santé, mais aussi des colloques grand public avec le thème que nous avons pu avoir sur le cerveau, sur l'intelligence artificielle, sur vaincre le cancer. Et là, effectivement, c'est les maladies cardiovasculaires et le focus sur les maladies donc, qui frappent les femmes aujourd'hui, alors qu'on a un préjugé dans l'opinion que le cœur d'une femme est inoxydable. Mais, alors, tu sais bien que le cœur d'une femme, c'est important quand même. Hein, donc, il n'est pas inoxydable, il est tendre.
Donc il est fragile. Voilà. Donc la il s'agit de différence. préserver. Là-dessus, vous êtes d'accord tous les deux? Absolument. Mais je vous ai entendu dire aussi que parfois les femmes n'ont pas de cœur. Ah, oui, ça c'est rare. Ça c'est très rare. Bon, en tout cas, vous êtes tombés d'accord que c'était un sujet important absolument. et c'est pas l'actualité qui vous le fait Non. dire. C'est des rencontres, des accidents de vie, sans doute, que vous avez rencontrés. Oui, bien sûr, autour de nous. Philippe Sueur. Oui. Puis c'est surtout la prise de conscience pour les femmes et les hommes publics que nous sommes, que nous avons un véritable devoir d'accompagner l'éducation. Il y a des compensations qui doivent se faire aujourd'hui, notamment dès l'école maternelle et l'école élémentaire, ou sur l'hygiène de vie, l'organisation de la vie, les régimes alimentaires avec hyper, évidemment, glycémique. Nous avons là un besoin. Le département, ça fait 20 ans qu'il a épousé vraiment cette philosophie de la prévention, qui a commencé par, ça a été dit, sur le cancer du sein, mais c'est toute une responsabilité collective partagée. Et nous sommes heureux de cette année de pouvoir travailler sur ce sujet. Alors, vous mentionnez le cancer du sein, mais preuve d'ailleurs qu'on n'oppose pas les pathologies aux autres, les gens de PSVO, prévention santé valdoise, qui font un travail fantastique pour la prévention du cancer du sein, sont ici ce soir et elles font partie des ambassadrices du cœur. Et le département, si je peux me permettre, les soutient de façon énergique financièrement. Alors nous sommes en direct sur Via Grand Paris, la télévision de l'Île-de-France, donc pour cet événement, une grande opération de sensibilisation, ici en direct à Cergy, dans le Val d'Oise, 95 femmes de cœur qui se mobilisent pour le cœur des autres femmes. Et on va découvrir quelques-unes de ces ambassadrices, on ne pourra pas voir les 95. On va rencontrer l'une d'entre elles avec Angélique, notre envoyée spéciale de cœur. Angélique, vous êtes avec une des premières ambassadrices et elle travaille dans les médias. Oui, effectivement, ma première ambassadrice, Olivier, s'appelle Virginie Pavio. Bonjour. Bonjour, Brigitte. Pour vous présenter, vous êtes directrice de la publication du magazine Contact Entreprise. Tout à fait. Et alors, tout simplement, pourquoi avoir voulu devenir ambassadrice? On m'a sensibilisée en disant que voilà, c'était quelque chose qu'il fallait présenter aux femmes, puisqu'il y a des taux de mortalité impressionnants qu'on ne connaît pas. Et donc voilà, comme je suis favorable à tous les engagements pour le bien des autres, voilà, je suis là. On associe à tort les maladies cardiovasculaires aux hommes, alors qu'elles touchent autant, voire davantage aujourd'hui les femmes. Est-ce que vous en aviez conscience avant d'être ambassadrice? À tout le monde. Non, pas tout à fait. J'ai appris plein de choses. Oui. Comme quoi? Ça, c'est sympathique. On apprend trop de choses. Et alors, vous êtes particulièrement sensible, vous m'aviez dit, parce que votre sphère familiale a particulièrement été touchée. Tout à fait, oui. Dans ma famille, mon père, mes grands-parents, enfin voilà. On est très sensible à cette maladie-là. Alors, vous avez déjà relayé le message auprès de votre réseau qui est très large? Voilà, à travers les réseaux d'entreprise et le contact, InfoContact. Voilà. Et puis dans les réseaux sociaux, etc. Et j'essaye de sensibiliser tout le monde à cette maladie qu'on ne connaît pas assez. Et pour protéger nos petits cœurs sensibles. Ils sont sensibles. Merci beaucoup Virginie. À tout à l'heure pour une nouvelle ambassadrice. Merci beaucoup Angélique, on se retrouve tout à l'heure, donc on est en direct ici de l'hôtel du département du Val d'Oise à Cergy pour cette grande opération de sensibilisation, 95 femmes de cœur pour le cœur des femmes, elles sont mobilisées ici. Et alors c'est important, vous l'avez dit à plusieurs reprises, Jean-Claude, femmes-hommes, finalement même combat puisque même facteur de risque. Et oui, même facteur de risque, les femmes sont des hommes comme les autres, elles vivent exactement pareil, vous nous l'avez dit. Voilà. Donc femmes, hommes, même facteur de risque, autrement dit même cause, mêmes effets. Sur 147 000 personnes qui décèdent chaque année en France d'une maladie cardiovasculaire, 54 ou 56%, je crois, sont des femmes. Donc ça veut dire que vous nous avez dépassés. Je ne sais pas si on peut s'en vanter. Voilà. Alors comment ça se fait que vous nous avez dépassés? Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a, comme vous l'avez mentionné, la modification énorme des modes de vie ces 30-40 dernières années avec une épidémie de tabagisme en premier lieu, le surpoids également lié à la mauvaise hygiène de vie, les problèmes liés à la sédentarité, la baisse de l'exercice physique. On se rend compte, notamment, vous parliez de l'impact sur les enfants, les collégiens, l'école primaire. Les enfants d'aujourd'hui, par rapport à 20 ans, ont diminué d'un quart leur capacité physique. Donc, on a perdu, l'homme est un être vivant qui est fait pour avoir une alimentation très frugale et pour faire énormément d'exercice physique. Notre mode de vie est tout à l'opposé. Donc,
on a cette évolution considérable. Et puis on s'est doté aussi, et ça c'est l'aspect positif, de moyens beaucoup plus perfectionnés pour faire le diagnostic de ces infarctus. Pendant longtemps, l'infarctus était diagnostiqué uniquement sur des aspects cliniques, et on sait que chez les femmes, eh bien, il y a un tiers qui n'auront pas la douleur typique. 2 tiers vont avoir cette douleur thoracique, mais un tiers pouvait passer au travers des mailles. Nous avons actuellement des biomarqueurs qui permettent de détecter très précocement une souffrance myocardique, les débuts de signes d'infarctus. Et chez certains patients, il n'y a que ce marqueur qui va être modifié. Donc c'est des éléments supplémentaires qui nous permettent de diagnostiquer beaucoup mieux. Et je peux. Allez-y, ce ne sont pas les mêmes marqueurs. Merci. Ce ne sont pas les mêmes marqueurs que chez les hommes, alors si, avec des seuils qui doivent être adaptés. D'accord. Mais ces marqueurs sont utilisés. On les utilise aussi pour les hommes. Alors, il y a quelque chose qui est notable aussi, c'est que plus de 11% des femmes victimes d'un infarctus ont moins de 50 ans. Donc, la pathologie rajeunit, en quelque sorte. Tout à fait. Hein? Là, c'était un infarctus à moins de 50 ans, il n'y a pas si longtemps, il y a 15 ans. Elle n'était que 4% en 95. C'était exceptionnel. Maintenant, c'est une survenue, je ne dirais pas hebdomadaire, mais au moins plusieurs fois par mois dans des services de soins intensifs de cardiologie. Ça, c'est le stress, l'hygiène de vie, les deux? Tout à fait. C'est le stress, des facteurs environnementaux qui font que l'exposition au tabagisme, au stress, fait que cette protection que l'on estimait due aux oestrogènes n'est plus suffisante pour faire face à cette attaque artérielle de ces facteurs. Alors, je voudrais qu'on dise aussi que les maladies cardiovasculaires, on parle d'un infarctus, ce n'est pas que l'infarctus, hein. Il y a d'autres choses, donc il faut qu'on élargisse le scope un petit peu. C'est vrai qu'en tant que cardiologue, moi je me focalise quand même sur l'infarctus, mais les maladies cardiovasculaires, c'est également l'accident vasculaire cérébral qui touche beaucoup les femmes, et jusqu'à présent, c'était leur principal mode d'entrée dans la maladie cardiovasculaire. Elles faisaient l'infarctus plus tardivement. Il y avait d'abord l'AVC. Actuellement, les choses sont en train d'évoluer un petit peu, mais la maladie est la même sur les artères du cœur, du cerveau. Les facteurs de risque doivent être combattus de la même façon puisqu'ils sont partagés. Je crois qu'on va avoir un témoignage, Olivier, bientôt. Tout à fait. Les équipes de Via Grand Paris sont allées rencontrer une dame qui habite Sannois et qui a été victime d'un infarctus. Heureusement, elle s'en est sortie, mais au sortir de cet infarctus, elle n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Jamais elle aurait pensé être frappée aussi brutalement. Je propose de regarder ce reportage réalisé par Michael Joly. Marie-Odile Rogissard vit depuis 23 ans à Sannois dans le Val d'Oise. À 63 ans, cette jeune retraitée a connu des problèmes cardiaques il y a 2 ans. J'étais en vacances dans les Pyrénées avec des amis et mes enfants et je pratiquais de la randonnée. Là, j'ai éprouvé à l'effort un certain nombre de douleurs au niveau de la trachée, avec l'impression de ne plus pouvoir respirer, etc. Et chaque fois que je faisais un effort, j'avais cette douleur qui était quand même assez étonnante. Des douleurs qui la poussent quelques jours plus tard à consulter son médecin traitant. Celui-ci la dirige vers un cardiologue qui lui fait faire une batterie de tests, dont une coronarographie. Rapidement, le résultat tombe. Là, ça a été la découverte, c'est-à-dire de 2 artères bouchées dans mon cœur, à 90%, qui nécessitait une opération assez rapidement. Marie-Odile est hospitalisée pour un double pontage coronarien. Une situation incompréhensible pour elle. Je faisais de l'activité physique, j'avais une alimentation assez saine. Pour moi, j'étais en forme, je faisais plein de choses mieux que d'autres, peut-être aussi, physiquement, qui avaient qui ne fumaient pas, etc. Je m'entretenais quand même et je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait. En cause, selon ses médecins, sa consommation de tabac. Et depuis très longtemps, je fumais. Je fumais encore quand même pas mal, environ 15 cigarettes par jour, donc c'était quand même assez conséquent, puis l'âge de 17-18 ans. Depuis son opération, Marie-Odile a arrêté de fumer et fait plus attention à son alimentation. Ce lundi soir-là, elle a rendez-vous à l'hôpital de Taverny où se retrouvent régulièrement la trentaine d'adhérents de l'association Club Cœur et Santé. Ici, ses membres y pratiquent plusieurs activités physiques, comme le vélo en salle. J'ai même développé les activités sportives. Ça, par exemple, les séances de réadaptation, de cardio et la marche beaucoup plus intensive. Ça me défoule, hein. Et puis ça me fait sentir bien et plus maîtresse de moi-même. Marie-Odile suit un traitement médical quotidien
Elle réalise également une batterie de tests, une fois par an chez son cardiologue. Alors ce témoignage est particulièrement intéressant et justifie pleinement l'émission de ce soir et donc cette grande opération de sensibilisation parce que voilà, cette dame, elle nous dit, moi j'étais bien, j'étais une retraitée heureuse, je faisais du sport, mais elle fumait. Et je me dis que quelque part, le travail que l'on va pouvoir faire sur les adolescentes pour leur faire comprendre qu'effectivement le fumer, c'est pas mettre en danger simplement à travers le cancer, mais que si leur cœur s'arrête, on va peut-être dire ça comme ça simplement, c'est un vrai problème. Donc je pense que là, on va effectivement pouvoir travailler sérieusement sur le sujet. Parce que les jeunes, on voit bien que les jeunes filles fument de plus en plus tôt et de plus en plus. Et ça, c'est un vrai souci. Donc, je crois que là, on va pouvoir travailler, madame. Les campagnes d'information ont permis, on voit dans les statistiques, de réduire la consommation de tabac chez les hommes d'âge mûr. Il y a une nette diminution. Chez les jeunes, il y a beaucoup moins d'initiation, mais chez les jeunes filles, il y a encore une progression très importante. Je pense que simplement, les jeunes filles veulent faire comme les garçons. Je crois que quelque part, c'est aussi pour elles une façon d'exister, de montrer qu'elles sont là, qu'elles ont des gestes de société. Et je pense que toutes n'ont pas entendu ce message. Oui, mais avec un décalage, puisqu'on a des garçons qui fument moins. Oui, mais les filles, tu veux dire quoi là? Tu veux dire que les filles réagissent moins vite? Non, du tout. Attention, hein. Du tout. On ne va pas être en polémique. Il y a l'image de la cigarette qui doit être vraiment travaillée. Ce n'est absolument pas glamour. C'est très haut risque. C'est très haut risque. On parle en premier lieu des maladies cardiovasculaires, de l'infarctus, mais c'est aussi tous les cancers, pas seulement des poumons, de la gorge, de la vessie, de l'estomac. Donc il y a un message très fort, et là je m'adresse à vous, puisqu'il faut un soutien institutionnel très fort pour combattre ce fléau qui attaque dès le plus jeune âge. C'est typique, ce reportage, c'est typique de ce que vous voyez en consultation? On le rencontre très fréquemment. Des gens qui tombent des nues comme ça. Avant d'être malades, ils ne le sont pas. Et c'est Parce qu'en fait, elle disait, moi j'avais une hygiène de vie super, elle avait simplement omis ses 15 cigarettes par jour. Et 90% quand même, les artères bouchées à 90%, les deux. Oui. Et on se sent bien. Et on peut continuer à faire du sport. L'organisme est bien fait, il y a une compensation, tout dépend le mode d'installation. On peut avoir sur les 3 artères principales 2 qui sont bouchées et puis ça compense jusqu'au moment où ça va s'arrêter. À quel moment on consulte? Si on se sent bien, comment on fait? Alors, par la prévention, peut-être par un dépistage systématique. Si on est exposé à des facteurs de risque, à une hérédité, un tabagisme, peut-être il faudrait faire des tests, au moins une consultation. Tous les combien? Cette dame a 62 ans, elle aurait dû venir peut-être au moment de la périménopause, faire un bilan de santé, faire le point. Plus loin, on va parler justement des différents temps de la vie hormonale des femmes. Oui, mais tout est très bien organisé dans cette émission, Jean-Claude. Mais le fait d'avoir des douleurs à l'effort, ce n'est pas normal. Alors, je vous propose qu'on retrouve tout de suite Angélique Boilet, qui est donc avec une nouvelle ambassadrice. Angélique est notre envoyée spéciale de cœur ce soir pour cette grande émission de sensibilisation. Et Angélique, vous êtes avec la vice-présidente, je crois, du département en charge du sport. Et c'est important de parler du sport parce que, évidemment, la prévention passe par le sport. Tout à fait, Olivier, vous l'avez justement bien dit. Donc bonsoir Marie-Evelyne Christin. Bonsoir Angélique. Alors effectivement, on l'a bien dit, la prévention des maladies cardiovasculaires passe par une bonne hygiène de vie et une pratique sportive. Alors est-ce qu'on est beaucoup dans le Val d'Oise, nombreuses en tout cas, à faire du sport ou pas? Alors malheureusement, pas assez nombreux, je dirais. Nous avons rattrapé la moyenne nationale, c'est-à-dire que maintenant nous sommes à peu près à 37% de pratiques féminines. Quand j'ai commencé, nous n'en étions qu'à 25%, mais ça n'est pas encore 50%. Et puis, malgré tous les efforts que fait le département, c'est toujours assez dur à amener les femmes à la pratique sportive. Et donc, peut-être cela peut expliquer les problèmes cardiovasculaires puisque effectivement le sport c'est la santé, je dirais. Alors, je vais être un peu féministe, mais par rapport aux hommes, on est moins nombreuses?
Ah oui, oui, tout à fait. Je vous dis, nous n'avons que 37% de pratiques féminines et pourtant le handicap et la pratique féminine sportive est un des grands chevals de bataille du département. Quand on donne on donne une subvention plus forte quand un club encourage la pratique sportive féminine. Donc oui, nous sommes pas assez nombreuses. Ça s'explique certainement parce que les femmes, quand elles s'engagent, elles ont aussi après les enfants et donc ne peuvent pas continuer aussi longtemps que les hommes peut-être la pratique sportive. Et donc, il y a un objectif chiffré d'ici quelques années à atteindre ? Moitié-moitié, 50-50 je dirais. Mais bon, de toute façon, il faut penser, enfin il faut dire aux femmes, et je passe le message ce soir et je continuerai à le passer, qu'il faut effectivement pratiquer. Alors il y a des sports qui sont des sports phares, tels que la natation, le cyclisme, la course et la marche à pied, parce que ça évite la sédentarité et ça donc prévient ces fameuses maladies cardiovasculaires. Merci beaucoup, Mme Christin. Donc, un message à retenir, allons faire du sport, si j'ai bien compris. Oui, oui, vous êtes toutes les bienvenues. Merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup Angélique, on se retrouve en effet tout à l'heure avec une nouvelle ambassadrice. Si vous nous prenez en cours de route, nous sommes à l'hôtel du département de Cergy dans le Val d'Oise pour une opération spéciale, une opération que soutient Via Grand Paris, qui est une opération de sensibilisation aux maladies cardiovasculaires. Philippe Sueur, vous êtes maire d'Enghien-les-Bains, vous allez porter les entretiens médicaux d'Enghien à la rentrée. Là on parlait de prévention par le sport. C'est vrai que tout à l'heure vous nous parliez, lorsqu'on est vice-président d'un département, on s'occupe des collèges, lorsqu'on est maire on s'occupe des écoles et donc il y a une prévention en direction des enfants. Vous parliez de la nourriture trop sucrée, il faut évangéliser sur le sujet. Et le sport aussi, ça c'est important de faire passer des messages. Exactement. Sur la prévention, elle commence par l'éducation, on se l'a dit tout à l'heure. Le sport en fait partie. L'hygiène alimentaire, je reviens sur le sucre. Je pense que là, on est sur des risques extrêmement importants quand on peut mesurer ce que dans certains sodas, on peut avoir jusqu'à 35 morceaux de sucre. Donc là, on a une responsabilité collective et on s'aperçoit, en revanche, c'est là il y a un décalage aussi de comportement. C'est que des parents sont beaucoup moins attentifs à l'éducation, à l'hygiène de vie de leurs enfants. Dans beaucoup de nos écoles primaires, le repas principal, c'est celui du restaurant scolaire. Le repas du soir devient parfois annexe. Donc tout ceci s'accumule et la question qu'on se pose, c'est de savoir si bien sûr nous sommes en prévention, mais s'il n'y a pas à un moment donné des éléments comme ce que vous avez évoqué, docteur, et c'est là-dessus que je vous interrogerai volontiers, est-ce qu'on peut aller vers de la médecine prédictive, de savoir qu'il y a en quelque sorte des clignotants ou des éléments endogènes à chacun qui font que il y a eu une évolution physiologique donc de l'homme, en quelque sorte, sur la femme en décolcomanie malheureux, et dire, est-ce que là, on peut, à 25 ans, à 35 ans, avoir des éléments qui peuvent conduire à dire, à 55 ou 60, il y a risque pour la femme. L'estimation du risque, c'est un sujet extrêmement difficile parce qu'il est en pleine évolution avec l'intégration de nouveaux paramètres. Mais des éléments très très simples, lorsqu'on a une hérédité, une histoire familiale qui comporte des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus, des morts subites jeunes, on est d'emblée à très haut risque. À cela se rajoutent les comportements, le tabagisme, l'absence d'activité physique, une alimentation déséquilibrée, qui vont être le lit de pathologies, le diabète de type 2, la dyslipidémie, l'hypertension artérielle corrélée également à l'inactivité, au surpoids, à cette alimentation déséquilibrée, ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Donc il y a des éléments qui vont alimenter, si je puis dire, constituer petit à petit ces maladies qui vont survenir de plus en plus jeunes. Et on assiste malheureusement, avec quelques années de retard par rapport aux États-Unis, aux épidémies d'obésité chez le jeune adulte, chez l'enfant. À présent, nous ne sommes pas encore aux statistiques nord-américaines, mais on s'en approche en ce qui est 30% de la population diabétique dans les prédictions. C'est énorme, c'est énorme. Et ce qui veut dire 30% de personnes avec un risque multiplié par 10 à 20 de maladies cardiovasculaires. Donc on a une marge d'action énorme pour enrayer ces épidémies de tabagisme
de sédentarité, de diabète potentiel et d'obésité. Pour rebondir et donner un chiffre choc, dans les années 50-60, on buvait à peu près 1 litre de soda par an en France. Aujourd'hui, c'est 1 par jour. Donc on a multiplié par 365. Ça donne une idée de l'évolution des modes de vie. Oui, ça c'est tout à fait une habituation dès le plus jeune âge. Et au goût très sucré, le soda n'est pas la boisson de table. Oui, c'est ça. Et je suis sûre qu'il y en a qui n'en boivent pas. Donc ça veut dire que c'est encore pire que ce que vous dites. Oui, absolument. Qui assument 2 fois plus pour ceux qui en boivent. Absolument. On va revenir à nos petites femmes. Alors, les femmes, ce qui les différencie... De Paris, non de Cergy. Les femmes de Cergy, voilà. S'il vous plaît. Vous êtes d'humeur galégeuse. D'habitude, c'est moi. Moi, j'essaie d'être sérieux, vous voyez. Ah bon, mais c'est un sujet sujet sérieux, mais on peut corps, le traiter voilà. avec le sourire. On est dans, Pas du tout. Soyons sérieux, dans le travail. Alors, ce qui différencie les femmes des hommes, essentiellement, c'est les phases de leur vie hormonale. Donc, moi, j'en ai dénombré 3, contraception, grossesse, ménopause. Je vous propose de débuter tout de suite avec un petit sujet très très court sur la contraception et après on va en parler tous les deux. Alors tout d'abord, les jeunes filles, attention, parce que pilule, tabac, ça fait vraiment pas bon ménage. Ne croyez pas que parce que vous êtes jeune et belle, vous êtes à l'abri de maladies cardiovasculaires. Ça c'est fondamental. Donc il faut choisir, préférer la pilule au tabac et surtout ne commencer jamais. Alors voilà, un chiffre clé, après 35 ans, l'association tabac plus contraception avec des oestrogènes, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pilule dans le langage commun, multiplie par 30 les risques d'infarctus. C'est ça ? Le poids du tabac est énorme là-dessus, puisque... C'est le poids du tabac ou c'est le poids de la pilule ? C'est le poids principal, c'est l'association, mais principalement du tabac, puisqu'on a des études, notamment chez les Danois, qui montrent que les œstrogènes faiblement dosés augmentent à eux seuls de manière très limitée le risque d'infarctus. Donc c'est l'association synergique avec certaines pilules. Donc le message est très très clair, c'est pas de tabac, ce qui est beaucoup plus simple et ce qui permet de réguler ce surrisque de mort évitable et de mort indue aussi jeune. La grossesse. Alors, la grossesse, les risques liés à la grossesse, qu'est-ce que c'est ? Prise de poids excessif ? C'est les modifications hormonales qui y sont associées, les variations également physiologiques dans la tension des vaisseaux, dans la volémie, le sang circulant. Il y a un risque d'hypertension, c'est ce que vous Il y a dites. un risque d'hypertension justement chez ces femmes qui sont sédentaires, qui ont une mauvaise alimentation et plus des facteurs des génétiques que l'on ne connaît pas encore totalement. Et puis, il y a aussi le fait qu'une grossesse qui va se compliquer de diabète gestationnel, d'hypertension gravidique et représente un facteur de risque en soi. Une femme qui a présenté ces complications est à plus haut risque de développer dans les 5 à 10 années plus tard une maladie cardiovasculaire. Donc c'est un moment clé de la prévention, de l'information. Alors, quand on est en période de grossesse, en fait, on est extrêmement bien suivi. Est-ce que les femmes enceintes font plus attention ou au contraire, est-ce qu'on se lâche un peu au niveau de la prise de poids et ça a tendance à dégénérer ? Non, on travaille étroitement avec nos collègues gynécologues et c'est aussi un élément très important dans la prise en charge de la maladie cardiovasculaire chez la femme, c'est cette collaboration étroite avec nos partenaires gynécologues, puisque souvent ce sont les seuls interlocuteurs médicaux pour ces femmes jusqu'à très longtemps dans leur vie, que ce soit de la contraception, la grossesse ou la périménopause. Donc c'est important et leur rôle est essentiel dans le dépistage, la recherche des facteurs de risque et pour évaluer le risque de ces femmes et déterminer lesquelles vont devoir consulter spécifiquement dans un circuit cardiologique. Contraception, grossesse, on va arriver à la ménopause. Là aussi, on a un petit sujet pour lancer le débat. Petit sujet qui va arriver. Bonjour mesdames, c'est à vous que je m'adresse. Après la ménopause, surtout arrêtez de fumer. Éventuellement, ne fumez jamais. Et quand on est ménopausé, eh bien, on prend les risques des maladies cardiovasculaires, d'autant qu'on a fumé beaucoup. Donc, il faut impérativement arrêter de fumer et faire du sport. Ça fait partie des moyens pour ne pas être affecté par les maladies cardiovasculaires. Donc ça nous renvoie au premier sujet qu'on a vu, en fait, une femme ménopausée qui continuait à fumer et puis tout d'un coup, poum, l'accident. Donc on voit que le tabac, c'est vraiment le leitmotiv de la soirée.
le potentialisateur, c'est vraiment, je pense, l'élément principal qui explique cette explosion de maladies cardiovasculaires avec un rôle tout au long de la vie. Une exposition aux complications des grossesses et pas seulement pour le fœtus. Une femme enceinte, il y a des campagnes maintenant très très importantes dans les services d'obstétrique pour aider au sevrage tabagique. Donc la femme enceinte pense essentiellement à son bébé à venir, mais c'est à elle aussi qu'elle doit penser et elle doit se protéger de ces maladies qui ne surviendront peut-être pas dans l'année. Mais plus. C'est quelque chose d'important ce que vous dites, c'est à elles aussi qu'elles doivent penser. Est-ce que les femmes pensent finalement suffisamment à elles? C'est pas des mamans, elles ne pensent pas à tout le monde sauf à elles. C'est souvent ce qui est observé. On travaille, on a les enfants, et puis après, le temps résiduel est assez limité. Et ça, en plus, ça cumule avec le stress, parce qu'on veut tout le temps bien faire. Exactement. Oui. Donc, alors on parle beaucoup, c'est très à la mode de la charge mentale. Je ne sais pas si c'est la charge mentale, mais il y a des impératifs auxquels les femmes sont soumises, et c'est très bien. Hein, on le revendique, on est très épanouis dans notre travail, on est très contente de travailler, d'avoir des enfants, mais il faut aussi penser que pour assumer toutes ces fonctions, il faut être en bonne santé. Voilà, et donc ça suppose que le compagnon de mari soit aussi très présent. Très présent pour permettre d'aller faire du sport, d'aller à ces consultations de prévention si possible, ou de prévention secondaire lorsqu'il y a eu un événement. Justement, je me disais que finalement les messieurs aident, les femmes se sont souvent occupées de la santé de leur mari, ou de leurs compagnons, ou de leurs enfants. Et donc, ça serait bien que les hommes s'occupent aussi de la santé de leurs femmes. C'est réciproque. Mais bien sûr, monsieur le vice-président. Mais tout à fait. Et vous me rendez très heureuse, figurez-vous. Voilà. Alors, juste, si on parle de la cigarette depuis tout à l'heure, moi, je pose la question du petit verre. Du petit verre le soir pour décompresser du fameux stress. Alors, jusqu'à quel point c'est dangereux le petit verre, s'il arrive tous les soirs? Qu'est-ce que vous mettez dans ce verre? Ça, il faut que je demande à la femme. Là, on parle des dames. Ça, c'est la question principale. Les médecins disent 2 verres de vin par jour. Pour les hommes? Éventuellement. Alors, ce n'est pas une recommandation. On ne dit pas vous devez boire de verre. On ne les met pas encore sur l'ordonnance. C'est une tolérance, c'est ça? Oui, même une recommandation. Le vin rouge, principalement, les polyphénols. Voilà, je n'ai pas de château à recommander, mais le vin rouge Bordeaux, parce que ça a été étudié de manière plus importante, mais le vin rouge, les polyphénols ont une action préventive bénéfique. En quantité très limitée, 2 verres pour les hommes, on se rapproche plus d'1 verre pour les femmes, et puis aussi jusqu'à un verre. Ne souriez pas comme ça, par monsieur. jour. Et parce que c'est aussi associé, il y a les polyphénols certes, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Ça veut dire, et qui n'ont pas été mesurés dans ces études, c'est le caractère social, l'assertion sociale, la vie riche de l'entourage, des échanges, est un élément très important dans la prévention cardiovasculaire. L'isolement, la dépression sont des facteurs qui vont atteindre directement, ont un impact sur le pronostic des maladies cardiovasculaires. Donc, partager avec sa famille, ses amis, en association, est un élément protecteur pour les maladies cardiovasculaires. C'est rassurant. Moi, mon cardiologue aussi n'interdit pas de prendre 2 verres. Hein. Mais je ne lui ai jamais posé la question du volume du verre. Écoutez, et sinon vous changez de cardiologue. Voilà. Alors, à ce stade de la soirée, juste un petit résumé comme ça. Ce qui est important, c'est de vérifier ses antécédents. Attention à l'addiction au sucre. Attention au tabac, on a parlé du tabac et on va continuer à en parler. La sédentarité, donc faire du sport. Sédentarité, obésité, tout ça, ça va un petit peu ensemble. Avec obésité, il y a l'hypertension artérielle, il y a le diabète de type 2, il y a le cholestérol. Tout ça, c'est des facteurs qui sont pas favorables. La malbouffe, on en a parlé. Soyez à votre écoute, mesdames. Voilà, occupez-vous, continuez à vous occuper de votre mari, c'est très important. Mais il faut aussi s'occuper de vous. Voilà. Donc c'est important que les femmes soient à l'écoute de leur corps, à l'écoute de leur santé. On a souligné le côté stress, convivial. Donc c'est vrai qu'un verre de vin par jour pour
être en partage, pourquoi pas. On n'a pas parlé d'une chose, c'est la pollution. Moi, j'ai lu une étude sur la pollution et le diabète. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça a été constaté que les pics de pollution s'accompagnaient de décompensation respiratoire, également chez les patients de décompensation cardiaque, des pics d'infarctus également dans certaines études, mais entre le caractère nocif de la pollution et le tabagisme, je pense qu'on a déjà une marge très importante à faire sur le tabagisme. La pollution, on y travaille tous. Nos sociétés s'engagent à plus de responsabilisation face à cette pollution. À titre individuel, on ne va pas lutter chacun sur la pollution, on essaye de s'adapter, mais le principal, ça reste quand même le tabac. On va retrouver tout de suite Angélique Boilet, notre envoyée spéciale de cœur, auprès d'une ambassadrice de cœur de cette soirée. Et c'est la directrice de l'école de biologie industrielle de Cergy, l'EBI. Donc ça tombe bien après avoir abordé tous les sujets que nous venons de traiter. Oui, je suis avec Florence Dufour, bonjour. Bonjour. Alors, c'était d'autant plus important pour vous d'être ambassadrice que 80% de vos étudiants sont des étudiantes, des jeunes femmes. Mais oui, on est d'abord on est une école dédiée à la santé, pharmacie, cosmétique, et 80% de nos étudiants sont des femmes. Donc sur 800 élèves, j'ai moyen de sensibiliser 650 femmes dès la rentrée prochaine, et je ne vais pas m'en priver. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais toutes les ambassadrices se sont fait photographier tout à l'heure avec une affiche comme celle que vous avez dans les mains. C'était une affiche sur les gestes qui sauvent, et justement, à la rentrée prochaine, vous allez mener une action de sensibilisation sur les gestes qui sauvent dans votre école. Mais oui, c'est bien tombé. En fait, le hasard fait bien les choses. C'est cette affiche-là qui est arrivée. Et donc, c'est dans la continuité des actions de sécurité qu'on a mis en place avec nos étudiants et nos personnels depuis des années. Beaucoup de sauveteurs secouristes du travail, des stages qui sont faits avec des enseignants-chercheurs et des étudiants. Et en particulier, l'objectif, c'est que nos leaders associatifs et nos leaders associatives soient formés aux gestes qui sauvent. Donc, cette pancarte va m'aider à les sensibiliser et puis à adapter le programme aussi pour dire que ces mannequins sur lesquels on s'entraîne, qui en général sont des hommes, peuvent être des femmes et qu'on n'est pas du tout préparé quand on est sauveteur secouriste du travail, et c'est mon cas, on n'est pas du tout préparé à faire le massage cardiaque sur un corps féminin. Donc, il va bien falloir que ces mannequins évoluent et on va s'engager pour ça. Vous m'expliquiez aussi qu'il y avait un défibrillateur à disposition des étudiants aussi. Alors, il y a un défibrillateur à l'école depuis maintenant 6 ans, et donc on avait eu l'idée de le prendre portable pour que nos étudiants puissent l'emmener à chaque fois qu'ils sont en sortie. Donc que ce soit les soirées étudiantes, les fameuses soirées étudiantes, mais aussi tous les rassemblements sportifs, quand ils sont à l'extérieur, pendant les galas, pendant leur week-end d'engagement, et donc c'est à leur disposition, donc on va leur rappeler, parce que c'est parfois la chose qu'ils oublient de prendre dans leur checklist. Et donc, on va rendre ce point-là obligatoire et donc communiquer aussi avec notre assureur pour être certain que ce soit fait. Merci beaucoup Florence. À tout à l'heure pour une nouvelle ambassadrice. Voilà, donc c'était la directrice de l'EBI, l'école de biologie industrielle de Cergy. Donc sa directrice donc, est l'une des 95 ambassadrices de cette opération spéciale de sensibilisation ici à l'hôtel du département du Val d'Oise. 95 femmes de cœur pour le cœur des femmes. Voilà, elle s'engage contre les maladies cardiovasculaires. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé encore et qui est extrêmement important. Moi, je l'ai appris en préparant cette émission. Les symptômes sont pas les mêmes chez les femmes que chez les hommes. Alors voilà, les symptômes sont différents. De l'infarctus, les symptômes sont différents. Alors pendant qu'on parle de ça avec vous, Dr Stéphane Manzon-Silberman, on va voir un petit film qui a été édité par la Fédération française de cardiologie, qui fait beaucoup de choses en ce moment, on les voit partout. Si vous allez au cinéma, vous allez voir ce clip. Et justement, ça illustre le fait que les symptômes sont différents, voire parfois, on peut être une femme, faire un infarctus sans s'en rendre compte. Ça peut survenir également chez les hommes, le fait de ne pas avoir une douleur typique. Il y a néanmoins, pour que les choses soient claires, pour repartir avec des messages clairs, dans 2 tiers des cas, il y a une douleur thoracique chez les hommes comme chez les femmes. La particularité des femmes va être que cette douleur va être plus fréquemment associée à d'autres signes qui vont parfois prendre le dessus et être plus exactement.
qui peuvent qui prendre le peuvent dessus. être une sensation de fatigue, de nausée, des vomissements, une douleur plutôt dorsale. Typiquement, la douleur, elle est derrière la poitrine, elle est oppressante, elle va aller dans la mâchoire, dans le bras gauche. Ça, c'est le classique. Ce classique, c'est 2/3 des cas, hommes et femmes. Chez la femme, en plus de cette sensation d'oppression, et d'ailleurs dans le film que l'on a vu, elle parlait d'une sensation d'étranglement. Cette oppression peut remonter dans le cou. Il y a chez certaines femmes, le signe qui va les alerter plus, ça va être la sensation de nausée très forte, inhabituelle, sensation de palpitation, d'essoufflement. Et alors dans ces cas-là, en fait, elles se disent, bah, écoutez, je suis un peu patraque, je vais me coucher. Et en fait, les femmes appellent les secours plus tard en moyenne que les hommes. La femme s'écoute moins que l'homme, en fait. Elle va moins se sentir alertée, alarmée. Un homme qui va ressentir une sensation d'oppression dans la poitrine, il a été sensibilisé par des décennies de messages, attention, cette grande douleur oppressante. La femme, moins. Le cancer du sein ne va pas donner d'oppression. Et ce qui est la source d'angoisse prioritaire chez la femme, c'est le cancer du sein. Encore aujourd'hui. Et c'est bien parce qu'il y a eu des messages et c'est ce qui a permis de lutter efficacement et de diminuer de manière considérable la mortalité. Donc la femme va moins penser directement « je me sens pas bien, ça peut être le cœur ». Donc le message, et je crois que c'est le message de la Fédération, c'est les maladies cardiovasculaires, pensez-y. Il faut y penser, toute sensation inhabituelle, surtout s'il y a parmi les différents symptômes cette sensation d'oppression. Et on fait quoi là? On appelle le 15? Le 15, c'est le 15. Vaut mieux les appeler. On les a on ici. les appelle. On les a avec Angélique Boilet, vous êtes avec un médecin du SDIS. Ah, Angélique, vous êtes avec... Pas une ambassadrice cette fois, mais un ambassadeur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin au SDIS, docteur Schwetterle. Merci. Et donc, tout simplement, que fait-on si on est face à quelqu'un qui se trouve mal, qui a des signes annonçateurs de maladie cardiovasculaire? Bon, je crois que les signes, les cardiologues vous ont bien expliqué, dans 2/3 des cas, il y a une douleur. Dans 1/3 des cas, ils sont plus frustres, avec une grande faiblesse, des nausées, un essoufflement d'effort. Dans ces cas-là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est appeler, tout simplement. Appelez le 15 ou le 18. Vous aurez au bout du fil des gens compétents qui vont vous orienter au mieux. Au bout du bout, vous aurez un médecin qui va analyser la situation par téléphone et déclencher un SMUR dans ce département, un service mobile d'urgence et de réanimation, pour venir chez vous, faire l'électrocardiogramme, prouver éventuellement que c'est un infarctus et donner au patient la meilleure prise en charge. Et en attendant l'arrivée des secours, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il faut surveiller le patient et surtout veiller à ce que s'il y a aggravation, rappeler. Et l'aggravation qu'on redoute tous dans l'infarctus aigu du myocarde, c'est l'arrêt cardio-respiratoire, le cœur qui se met à faire une fibrillation ventriculaire. Et là, il faut rappeler immédiatement. Et nous sommes quand même les centraux d'appel d'urgence 15 et 18, les spécialistes de ce genre de pathologie, et on va vous guider immédiatement sur le massage cardiaque externe, faire circuler le sang à la place du cœur pour maintenir en vie le cerveau. Nous avons également développé pas mal de moyens. Les pompiers ont dans leur cartographie tous les défibrillateurs du département, une grande partie. On peut donc conseiller à quelqu'un d'aller chercher un défibrillateur, parce que dans l'infarctus aigu du myocarde, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est réversible avec un simple choc électrique. On va également développer, j'espère dans les prochains mois, qu'on a déjà développé dans tous les cas, l'enseignement des gestes d'urgence à tout le monde, au maximum, au grand public, pour aider par téléphone à pratiquer ce massage cardiaque externe. Et vous parliez aussi de l'arrivée prochaine, peut-être, espérons-le en tout cas, d'une application aussi qui pourrait être très utile. Oui, il y a 2 applications qui sont sorties où vous pouvez, en tant que secouriste, vous déclarer comme compétent et en cas d'arrêt cardio-respiratoire, les centraux d'appel 15 et 18 seront, j'espère, à très court terme dans ce département, capables de vous déclencher sur votre smartphone en disant, à 500 mètres de chez vous, il y a un arrêt cardiaque, est-ce que vous pouvez y aller? Voilà. À Paris, ça existe, ça marche. Ils ont eu en 2017 200 mises en place, 200 déclenchements et 11 massages cardiaques. Et il y a des belles histoires déjà.
Merci beaucoup, docteur, et à tout à l'heure encore pour une dernière ambassadrice. Oui, merci beaucoup Angélique. Un mot peut-être Marie-Christine Kaïki, parce que c'est un médecin du SDIS, c'est le service départemental d'incendie et de secours. Donc ça veut dire que le message qu'on fait passer ce soir, il va continuer à travers toutes les équipes du département et aussi celle du SDIS. Bien sûr, et c'est ça qui est important, je pense, puisque cette émission, elle est effectivement pour qu'on puisse communiquer avec le maximum de partenaires. Le SDIS est un partenaire vraiment essentiel pour les conseils départementaux. Et ils ont un savoir-faire qui permet de maintenir le patient dans un bon état, ou disons dans un état le meilleur possible, avant que le médecin du SMUR, ou etc., ou à l'hôpital, aux urgences. Et je pense que ce qu'on vient d'entendre, ça montre que les sapeurs-pompiers sont prêts à intervenir dans les cas les plus difficiles. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec un défibrillateur, j'en ai un ici, un défibrillateur, 1 minute de gagné, c'est 10% de chance de survie en plus. Et il faut dire que 7 fois sur 10, un arrêt cardiaque survient devant des témoins. Voilà. Donc, et que 4 personnes sur 5 qui survivent à un arrêt cardiaque ont fait l'objet en fait de gestes de réanimation. Donc c'est très important à la fois d'être éduqué à ces gestes de réanimation, très important de s'équiper de défibrillateurs. Là, je vais vous raconter une anecdote personnelle. On a voulu montrer l'exemple. Ça, c'est le défibrillateur de la société. On l'a acheté. Et 15 jours après, il a servi. Ah oui. Et voilà. tout le monde savait s'en servir? Parce que je pense que... c'est la bonne question. Il parle... Alors, voilà, c'est très simple. C'est très simple. Il y a des patchs à coller et après, c'est l'appareil qui dit ce qu'il faut faire. Il faut juste écouter. Il va détecter l'activité cardiaque ou pas, s'il y en a. Et s'il détecte une fibrillation, c'est l'appareil qui va déclencher et qui va donner l'alerte pour qu'on appuie sur un bouton. Donc c'est très simple. En cas d'arrêt cardiaque, vocalement exactement. C'est en cas d'arrêt cardiaque, il n'y a pas de mauvais gestes. On ne peut pas mal faire. C'est ça. Il faut faire, exactement. Et ça, on l'a vu dans les reportages sur l'importance des témoins, l'importance de l'éducation. Et c'est pour ça que le SAMU s'engage, la Société française et la Fédération avec l'enseignement des gestes qui sauvent, avec également les parcours santé pour les enfants, pour sensibiliser dès le plus jeune âge à réaliser ces gestes très simples de massage cardiaque en attendant les secours, puisque la survie d'un arrêt cardiaque va dépendre principalement de l'initiation précoce de ce massage. Voilà, plus de défibrillateurs, c'est plus de vies sauvées. Et la question qu'on doit se poser maintenant, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de défibrillateurs dans le Val d'Oise? Et vous l'avez très bien montré, vous avez montré l'exemple avec votre société, Jean-Claude Durousseau. Est-ce que les entreprises sont équipées ou est-ce que les organismes professionnels encouragent les entreprises à s'équiper en défibrillateurs? On va poser la question à Angélique qui est avec la représentante d'une confédération de patrons de PME, la CPME, Angélique. Oui, je suis avec Laura Violas. Tout à fait. Vous êtes déléguée générale CPME 95. Alors justement, on vous pose la question, où en est-on dans le département en termes de déploiement de défibrillateurs? En soi, effectivement, on a très peu d'entreprises aujourd'hui qui sont dotées de défibrillateurs. Et donc, c'est vraiment un enjeu pour les femmes chefs d'entreprise et leurs salariés de se doter pour sauver des vies, puisqu'on sait qu'en fait, un défibrillateur permet vraiment d'augmenter la chance de survie lorsqu'on a un arrêt cardiaque. Donc, il faut vraiment qu'on sensibilise les entreprises. Et la CPME, en tout cas, on aura à cœur de sensibiliser et d'informer et de prévenir pour qu'on se dote de défibrillateurs sur le département. Vous allez profiter de votre qualité d'ambassadrice, j'imagine, pour faire passer le mot auprès des chefs d'entreprise? C'est pour ça que je me suis engagée pour cette soirée. C'est qu'effectivement, en tant que déléguée générale de la CPME, je représente les femmes chefs d'entreprise. Et donc, c'est important de sensibiliser les femmes chefs d'entreprise qui ont, pour la plupart, un rythme effréné, qui sont à 200 à l'heure entre leur vie de femme, leur vie de femme chef d'entreprise, leur vie de famille. Et il faut vraiment les sensibiliser par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça que je suis là ce soir pour les sensibiliser à ce niveau-là. Est-ce qu'il va y avoir des actions spécifiques qui vont être entreprises ces prochains mois? On va profiter de l'effervescence de ce soir déjà pour communiquer sur les réseaux sociaux.
Je pense qu'à travers les différents événements qu'on organise au sein de la CPME, ça va être de rappeler, de porter le message. Et puis, on organise aussi des formations en direction des entreprises pour la formation de la sécurité, du secourisme. Donc, les entreprises peuvent solliciter la CPME pour bénéficier de ces formations pour elles et pour leurs salariés. Parce qu'en plus de défibrillateurs, il faut aussi former pour pouvoir les utiliser correctement. Tout à fait. En fait, c'est pas juste se doter d'un défibrillateur, c'est aller plus loin. Il faut que ça aille justement dans une démarche de prévention. Donc, il faut que ça s'inscrive vraiment dans une logique. On forme les salariés, on forme l'entreprise, on se dote de matériel. Et juste avoir un défibrillateur, ça ne suffit pas. Il faut vraiment être formé pour pouvoir l'utiliser et savoir réagir dans les situations. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y en a encore un peu aujourd'hui de défibrillateurs ? Parce que je pense que on n'y pense pas forcément. Les chefs d'entreprise sont souvent, comme on dit, la tête dans le guidon, et peut-être pas aussi justement pas assez sensibilisés sur ce sujet-là. Et justement, c'est bien qu'il y ait un événement comme celui-là ce soir pour les sensibiliser. Voilà, il faut y aller, il faut se munir de défibrillateurs, il faut se former, il faut faire de la prévention, c'est super important et ça permet de sauver des vies. Voilà, merci Laura Vialas, vous l'avez entendu donc, et c'était ma dernière ambassadrice. Merci. Et donc, on a entendu 5 ambassadrices. Il y en a 90 autres. Si elles sont aussi passionnées qu'elle était Laura Vialas et les autres, on imagine que ça va faire des petits parce qu'on voit tout l'intérêt de cette opération de sensibilisation et médiatisation. Chacun, dans son rôle, a un secteur d'influence et peut être relais des actions. Là, on le voit avec une jeune femme qui travaille auprès des entreprises. On le voit avec le département qui travaille avec les collèges. Votre commune, Philippe Sueur, avec les écoles. Chacun, dans son environnement, peut intervenir. Quel est le prix aujourd'hui d'un tel défi? Très bonne question. Ouais. Alors, très bonne question. Il est variable suivant les personnes qui vous le vendent. Il y a des incentives pour les sociétés. Et moi, j'allais dire quel est le prix d'une vie aussi. Moi, ça m'a coûté 700 €. Combien? 700 € plus un abonnement mensuel de 50 €. Donc, effectivement, c'est pour faire quoi? il y a un entretien, il y a des choses. Alors, voilà. On a divisé par 2 le coût. Quand vous avez acheté des défibrillateurs, pour votre ville, c'était plus cher. On les a payés autour de 1500 €. Ah oui, ouais. Ça c'est une très bonne nouvelle. Je pense que les collectivités là ont un rôle à jouer puisque dans tous les établissements publics où par nature on reçoit beaucoup de monde, naturellement on pose des défibrillateurs. Après, il faut éviter que les gens en aient peur. Mais j'ai entendu le message que vous passiez, madame, tout à l'heure, et je me dis que là, on peut aussi communiquer sur cette simplicité. Voilà, on approche de la fin de l'émission. Alors, quelques informations importantes avant de se quitter. Juste après l'émission, on va réaliser une photo grand format avec les 95 ambassadrices et vous serez au cœur de cette photo grand format. Voilà, et on pourra donc partager sur les réseaux sociaux puisque l'idée, donc, c'est informer le plus possible pour prévenir. Donc, si vous aussi, vous voulez relayer l'information sur les réseaux sociaux, vous avez pris vos photos avant de venir ici, donc sur votre Facebook personnel, sur votre Twitter et tout ça. Enfin, il faut relayer un maximum. On va remercier aussi la Fédération française de cardiologie. Il faut dire que sur le site de la Fédération française de cardiologie, il y a une mine d'informations. C'est www.fedecardio.org. Il faut vraiment y aller. À noter également donc, les entretiens médicaux d'Enghien le 29 septembre à Enghien. On vous y reverra et on fera le point de l'avancement de l'opération Cœur de Femme. Toutes les informations sur les entretiens médicaux www.eme-vo.com. En parlant des gestes qui sauvent, alors maintenant, on va essayer de sauver notre rédacteur en chef. Voilà. Donc, comment on reconnaît un arrêt cardiaque? L'arrêt cardiaque, c'est une personne qui va perdre brutalement conscience, qui ne va plus répondre simplement. Après, quand une personne ne répond plus, évidemment, on essaye de repérer le pouls, mais ce n'est pas toujours évident au niveau quotidien. Et ce qu'il faut, c'est initier très rapidement le massage. Respiration existante ou inexistante? Alors, la respiration, je dirais maintenant, on va plus. Ce qui bloquait beaucoup dans la réalisation des gestes d'urgence, c'est ce fameux bouche à bouche. Maintenant, le bouche à bouche n'est absolument pas nécessaire. Ce qui est important, c'est de réaliser le massage cardiaque le plus rapidement possible et il faut qu'il soit efficace. Les gestes qui sauvent, parce qu'on arrive à la fin. En premier, on appelle le 15. Le 15. Okay. Ensuite, le massage cardiaque. Voilà, vous allez le faire sur Olivier. Position des mains. Alors, la position, ça va être au niveau du sternum,
est légèrement décalé. Il va falloir appuyer une force une pression franche, assez importante. On dit qu'il faut qu'il y ait au moins 7 à 8 cm pour atteindre le cœur. Donc souvent, lorsque les pompiers le réalisent et qu'ils n'ont heureusement pas ma carrure, ça va être efficace, mais c'est très fatigant. Donc il faut se relayer pour pouvoir réaliser un massage. Franchement, on met tout ça en pratique. Le rythme, on a un truc, c'est Staying Alive, la musique Staying Alive. Alors voilà, on met tout ça en pratique. On va réanimer Olivier. Est-ce qu'on a la musique de Staying Alive? Voilà, Staying Alive. Voilà, exactement. C'est les deux mains. Voilà, c'est deux mains appuyées et en faisant une dépression. C'est très fatigant, donc il faut se relayer. Il faut se relayer pour pouvoir. Merci au docteur Stéphane Manzo. Merci à toutes nos ambassadrices du cœur et à toutes les femmes qui ont... Merci à toutes les ambassadrices du cœur et à toutes les femmes qui ont relayé et qui vont continuer à relayer la campagne lancée par le Conseil départemental du Val d'Oise. Merci Olivier d'être venu me prêter main forte. Voilà. C'est le dire. Bien sûr. À bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et on termine toujours en disant, d'ici là, portez-vous bien. Portez-vous bien. Merci, bravo.